Il est 20 heures. Au sommaire de cette édition, les explications franches et nettes du ministre de l'Énergie. Lamine Seydou Traoré va nous expliquer les raisons principales de ces récents délestages. Oui, les populations depuis un certain moment subissent des coupures d'électricité. Quelle est l'origine de ces désagréments? Qu'est-ce qui est fait dans l'immédiat par les autorités pour y remédier? Réponse avec Garibou Pérou et Boubacar Babletouri. Un mot de cette grande offensive lancée par nos forces armées contre les auteurs des attaques perpétrées dans la commune de Tessi, cercle d'Assongo. On enregistre de très lourdes pertes côté assaillant. Avec Sambaré Aïdara, on fera le point. La traversée du territoire mauritanien par le premier convoi de transport de coton se déroule normalement. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux en Mauritanie, à part quelques travaux de réhabilitation en cours. Sur le tronçon Ayoun-Tantan, nos camions poursuivent leurs avancées. Les images en exclusivité, c'est dans ce journal. Nous sommes mercredi 2 mars. Bonsoir à tous. Ibrahima Djombele, bonsoir également à vous. Bonsoir, Nyanya Le Traoré. À mes côtés, donc, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba, c'était sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous sommes tout oui. C'est avec plaisir que je suis là avec vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 28 décembre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement. Il est relatif au programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase 1, dans le cadre de l'approche programmatique multiphase. Par cet accord, l'Association internationale de développement consent au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 26 millions d'euros, soit 17 milliards 54 millions 882 000 francs CFA. Le projet, objet du présent accord, permettra d'accroître le niveau de préparation de l'ensemble des pays participants à faire face à l'insécurité alimentaire et d'améliorer la résilience de leur système alimentaire. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création et au cadre organique des directions régionales et des services sub-régionaux des affaires religieuses et du culte. Les directions régionales et les services sub-régionaux des affaires religieuses et du culte représentent au niveau régional et local la direction nationale des affaires religieuses et du culte. Les projets de textes sont initiés en application du décret numéro 2017-0267 PRM du 21 mars 2017 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction nationale des affaires religieuses et du culte. Leur adoption consacre la création des dites directions et puis aussi des services et permet de les doter pour les 5 prochaines années en personnel nécessaire à l'exécution de leur mission. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé les conseils des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le Traoré, à vous. C'est tout? Ah oui, ça, on a fait un bref ce soir. Hein. Oui, merci beaucoup Ibrahima Djombele. Par ailleurs, je vous invite à suivre attentivement cette interview du ministre de l'Énergie. Je crois que cela va vous intéresser. À mon avis, tout le monde est victime de cette situation. Il s'agit des récentes coupures d'électricité. Alors, les bonnes questions à poser, ce sont quelle est l'origine de ces désagréments? Qu'est-ce qui est fait dans l'immédiat par nos autorités pour y remédier? C'est-à-dire quelles sont les dispositions prises pour éviter tout simplement de pareilles situations? Réponse du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau au micro de Garibou Pérou. Ça fait une semaine, c'est-à-dire à partir du lundi à aujourd'hui, nous avons connu 2 problèmes. Des incidents qui ont fortement perturbé la fourniture régulière du service public de l'électricité. Le premier est lié à un cas de force majeure qui serait dû à un incendie qui est survenu au marché de bétail de Faladjé, communément appelé Garbal.
Cette haute tension, c'est celle-là qui assure l'acheminement de l'électricité produite à Manantali, à Felo et d'une façon générale dans la zone des Cailles vers Bamako. Et c'est cette haute tension qui transporte l'électricité jusqu'au poste de transformation pour rendre l'électricité de haute tension consommable pour les populations, ce qu'on appelle la moyenne et la basse tension. Ce qui a fait que quand nous avons eu cet incident, il y a eu évidemment une coupure généralisée. Mais très rapidement, les équipes de l'énergie du Mali, SA, que je salue ici, se sont mis à travailler pendant 4 jours, nuit et jour, pour pouvoir relever. Ils ont tout fait pour que les Maliens, et d'une manière générale les Bamakois, ne restent pas longtemps dans le noir. Le deuxième incident, qui n'est même pas un incident, mais qui est un incident routinier, c'est que pour préparer la période de pointe qui est mars-avril et qui cette année coïncide avec le mois de Carême, nous avons intensifié les travaux d'entretien et de maintenance. C'est ainsi que le poste de transformation qui est derrière Sévéninkoro à Kodjalani a fait l'objet d'un entretien par la société de gestion du barrage de Manantali Sogem. C'est le lieu pour moi de sensibiliser encore nos populations davantage à respecter vraiment les emprises des hautes tensions pour 2 raisons. La première raison, c'est que lorsqu'il y a des incidents à ce niveau-là, c'est la population qui est impactée à travers des coupures d'électricité. La deuxième raison, c'est que les gens même qui occupent ces entreprises, c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Au nom des plus hautes autorités du Mali, présenter toutes nos excuses à nos populations pour les désagréments qu'elles ont subis. Et nous les rassurons que les dispositions ont été prises pour que, comme nous l'avons toujours dit, pour que les coupures d'électricité au Mali puissent être exceptionnelles et non une règle. Les 8 groupes électrogènes qui sont venus, ces groupes électrogènes, ce n'est pas du tout un mythe, ce n'était pas un discours créé, mais nous avons toujours dit que ces groupes électrogènes rentreront en service au courant 2e trimestre 2022. Mais plus précisément, on avait dit pendant le premier semestre 2022. Mais il faut rappeler qu'avant la construction de cette centrale, la plus grande centrale du Mali, c'est la centrale qui est à Sotiba, qu'on appelle communément Balengue. Cette centrale qui fait 66 mégas, la construction a duré au moins 4 ans. Et nous sommes donnés comme objectif de faire les travaux de ces 100 mégas en moins de 2 ans. Les travaux ont effectivement commencé en décembre 2020. Et Inch'Allah, d'après le planning donné par l'entreprise, les travaux devraient prendre fin 2022, début 2023. Mais nous avons mis toutes les équipes à contribution, tout ce qui était en notre pouvoir pour que ces groupes électrogènes puissent vraiment entrer en production avant et fin juin 2022. Mais nous savions que ces groupes ne seraient pas disponibles, en tout cas pour le début de la période de chaleur, et nous avons pris des dispositions, si vous vous rappelez, pour justement faire venir des groupes électrogènes au niveau de Dubaï. Et aujourd'hui, ce processus se poursuit bien. Nous pensons que d'ici la fin du mois, ces groupes seront là. On a eu quelques petites difficultés dans l'acheminement, dans la passation de marché. Pourquoi ces procédures ont pris un peu de temps? Parce que tout simplement, nous avons décidé cette fois-ci de changer de paradigme, de changer d'approche. Pourquoi changer d'approche? Parce que tout simplement, les contrats que nous sommes venus trouver en place, nous avons trouvé que ce n'était pas vraiment à l'avantage de la République du Mali. Et pour preuve, les contrats que nous avions avaient une clause qui s'appelle T-Corpay. T-Corpay, ça signifie que vous utilisez l'électricité, que vous n'utilisez pas, vous vous mettez d'accord sur un montant mensuel à payer aux prestataires et c'est ça que vous lui payez. Nous avons proposé à ces partenaires de passer à ce qu'on appelle à la clause de Take and Pay, ça veut dire je ne paye que ce que j'ai effectivement consommé. Évidemment, c'est difficile pour une société de passer d'un contrat JT comme ça à un contrat où elle se sentira lésée. C'est dans ce cadre-là que nous avons négocié avec ces sociétés pour pouvoir avoir des remises entre 10 et 12%, mais nous avons trouvé que ce n'est pas suffisant. C'est ainsi que nous sommes parvenus à quand même conclure avec une société basée à Dubaï pour faire venir progressivement des groupes jusqu'à hauteur de 180 mégas, mais avec la clause cette fois-ci take and pay, c'est-à-dire qu'on ne payera que ce que nous avons effectivement consommé. Et lorsque progressivement nous aurons toutes ces capacités, nous pouvons dire aux Maliens que nous allons leur faire économiser un montant d'au moins 40 milliards par an sur les locations, parce qu'on passe du take or pay à take and pay. Et la période de pointe dans notre pays, c'est en général à partir de la nuit, entre 19h jusqu'à minuit, 1h du matin.
Et c'est pendant ce temps-là que nous avons besoin des groupes électrogènes. Sinon, en journée, on n'en a pas besoin. Mais malheureusement, les contrats que nous avons trouvés en place nous obligent à payer même pendant les moments où nous ne consommons pas. Et nous venons d'écouter le ministre. Toutes les dispositions sont prises donc pour éviter tout désagrément aux populations. À présent, je vous invite à suivre une de nos équipes dirigée par Boubacar Bablé Touré. Elle s'est rendue sur les sites de certaines installations importantes dans la desserte en électricité. Il s'agit de la ligne haute tension au niveau du Garbal de Faladji en commune 6 du district de Bamako, fortement endommagée par les derniers incendies enregistrés. On nous signale aussi qu'il y a une panne sur le poste de Kodjalani. Suivons. La capitale et plusieurs localités du pays ont connu des coupures d'électricité ces derniers temps. Ces coupures, loin d'être des délestages, s'expliquent par deux raisons. D'abord, l'incendie survenu au Garbal de Faladji ayant occasionné d'importants dégâts sur la ligne haute tension de 150 000 volts qui alimente bon nombre de centrales à travers le pays. On a observé un déclenchement des disjoncteurs 150 000 volts du départ Sirakoro et du départ Kodjalani au poste haute tension de Kalabankoro. Donc, ce déclenchement a entraîné un arrêt en cascade de toutes les centrales du parc de EDM. Et ça a provoqué un manque général de tension, c'est-à-dire une coupure générale de l'électricité dans la ville de Bamako, Kouloukoro, Kati, Sélengue, Yamfolila ou les Seboukou. Alors, cet incident de déclenchement a été provoqué par un incendie. Comme conséquence, il y a eu la fusion d'un câble de la ligne haute tension qui est tombé. Il a fallu une reconfiguration du réseau pour pouvoir faire la reprise de service. Ces coupures ne sont pas considérées comme des délestages. Pour les travaux de réparation d'une telle installation, le temps est compté pour les équipes d'intervention. Ces équipes ont été confrontées à l'occupation anarchique des emprises de ces installations. Une des raisons fondamentales qui justifie le retard accusé par l'équipe de dépannage. Le fait de s'installer dans ces emprises expose les occupants aux risques, aux dangers que représentent les risques électriques du fait de la proximité avec nos lignes. L'autre difficulté qu'engendre cette occupation illicite pour nous, c'est l'accès très difficile à nos installations en cas de panne pour nos opérations de dépannage. La deuxième raison de ces coupures était liée au poste de Kodjalani au quartier Sebenikoro. Servi par le barrage de Manantali, ce poste de 15 000 volts lors des travaux d'entretien périodiques, une anomalie a été détectée sur l'un des postes de distribution. Nous recevons à peu près 120 MW sur cette ligne. Donc, un des transfos était donc arrêté pour les travaux de maintenance. Déjà, ça faisait que ce que nous pouvions enlever sur Manantali était divisé par deux. À cela ne tienne, on a fait une reconfiguration du réseau pour pouvoir alimenter le maximum de clients. C'est au moment de la reprise qu'on a constaté une défaillance sur un de nos équipements. Et c'est ce qui a provoqué la mise sous tension du transport pour reprendre toute la charge. Donc ça a provoqué un déclenchement de la ligne. Au dire du chef du département exploitation et achat d'énergie, la situation est sous contrôle au niveau de ces deux sites. Quant aux travaux d'entretien, ils se poursuivront dans le seul but d'assurer la fourniture correcte du service de l'électricité. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation de coupure du courant. Je vous amène à présent dans la commune de Tessit, cercle d'Ansongo. Les populations peuvent maintenant vaquer à leurs occupations grâce à la dernière offensive menée par nos femmes contre les auteurs des attaques perpétrées dans la zone. Les assaillants ont subi de lourdes pertes et la zone désormais sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité continue d'être ratissée pour toujours traquer les terroristes et anéantir leur capacité de nuisance. Sambari Aïdara, correspondance.
Traquer l'ennemi jusqu'à son dernier refuge, c'est l'engagement des forces maliennes de défense et de sécurité. C'est dans cette optique que les FAMA ont mené une opération de grande envergure pour sécuriser les populations de Tessit victimes des attaques répétées des groupes terroristes. Le commandant de la première région militaire est venu rassurer les populations de cette partie du cercle d'Ansongo. Cette opération de ratissage va se poursuivre. Elle sera doublée de frappes contre les zones repères des terroristes. Cela fera l'objet d'une réorganisation pour pouvoir poursuivre jusqu'au niveau des frontières avec nos pays voisins pour faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la paix et dans la quiétude. Le bilan de cette opération illustre bien la montée en puissance des FAMA qui, avec courage et détermination, continuent leur mission régalienne. Le poste de Tessit a été renforcé, entreprendre une vaste opération de ratissage. Cela s'est conclu par une rencontre, évidemment, avec les groupes armés terroristes, qui s'est soldée par une neutralisation de 57 terroristes, une vingtaine de motos détruites. Comme à l'accoutumée, sur place, la délégation conduite par le commandant de zone de la première région militaire a apporté une assistance médicale aux populations vulnérables. On a enregistré à peu près 250 cas. Donc les cas majoritaires étaient vraiment des infections respiratoires aiguës, notamment chez les enfants. Quelques cas de palu, on a enregistré un cas de stress post-traumatique avéré, des notions d'infection génitale chez les femmes. Grâce à l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, il y a une accalmie certaine à Tessit. Les populations déplacées commencent à regagner leur bercail. Restons avec les FAMA, nos envoyés spéciaux Ousmane Diakité et Aloubé Koné sur la ligne de front avec elle. Ils sont allés à la rencontre des forces paramilitaires afin de constater les efforts qu'elles consentent dans la lutte menée contre le terrorisme, précisément dans le secteur 4 de l'opération Maliko, couvrant les régions de Mopti, Badiangara et Douanzan. Reportage. Dans les régions de Mopti, Badiangara et Douanzan, la vie reprend peu à peu son cours normal grâce à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. La libération des villes comme Badiangara à la suite de combats terrestres et des frappes aériennes a permis le redéploiement des forces paramilitaires, notamment la police, les douanes, la protection civile et les services des eaux et forêts. Les eaux et forêts jouent un rôle capital dans la protection des biens et des personnes sur le terrain. Pourquoi? Effectivement, il y a un protocole qui a été signé en 2004 entre la Direction nationale des eaux et forêts, l'État-major général des armées et le Press et Will Foundation pour la protection des éléphants dans les gourmands. Et tout le monde fait des patrouilles régulières pour protéger les éléphants, en même temps aussi sécuriser l'environnement. Ce travail était rendu difficile à cause de la présence massive des groupes terroristes dans les secteurs, notamment la Katiba du Gourmand. Les agents ont commencé à regagner leur poste. L'ensemble à mon commandement, Même son de cloche chez les soldats de l'économie. Les agissements des terroristes ont considérablement joué sur les rendements de la direction régionale des douanes de Mopti. La situation s'améliore d'abord parce qu'il y a une certaine coordination au niveau effectivement des différentes forces, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les forces paramilitaires comme les nôtres. Avant, la situation était extrêmement difficile. Il y avait des postes qu'on ne pouvait pas tenir. Bon, aujourd'hui, avec l'amélioration de la situation, il y a certaines brigades et certaines agglomérations comme Douanzan, Bankas, Youarou, qui sont aujourd'hui occupées par nos éléments. Cependant, la douane de Mopti a l'espoir d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Vous pouvez vous-même le constater. Il y a des entrées et venues effectivement des camions. Ça veut dire que la circulation est devenue beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup plus de forêts déjà dont les activités étaient en berne. Nous constatons aussi qu'au niveau de l'administration des douanes, les réalisations en recettes augmentent. Donc ce qui veut dire que les activités dépendent de la sécurité. Si vous avez dû d'ailleurs remarquer, ces 3 derniers mois, les recettes douanières de la région de Mopti sont en évolution constante. Donc cela démontre effectivement l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Sans sécurité, effectivement, il ne peut pas avoir d'activité douanière. En ce qui concerne les services de la protection civile de Mopti, elle appuie aussi les FAMA sur les théâtres d'opération. La DRPC de Mopti se trouve en plein cœur de cette montée en puissance. D'abord, à travers sa participation à l'opération Maliko,
dans le cadre de ces domaines d'intervention. Aujourd'hui, dans le cadre de cette opération, la DRPC de Mopti arrive à intervenir dans tous les domaines concernant les domaines d'intervention de la protection civile, notamment la lutte contre les incendies, les cas d'accidents de la voie publique et les cas d'attaques terroristes, les cas où il y a des blessés massifs de guerre. La DRPC de Mopti participe à l'évacuation de ces blessés, souvent à partir de l'aéroport, lorsque les attaques se font à de longues distances, lorsque les blessés sont évacués à travers les avions. Donc c'est la DRPC de Mopti qui appuie les ambulances de l'armée dans l'évacuation de ces blessés jusqu'au niveau de l'hôpital. À l'image des autres forces paramilitaires, la police est également engagée dans la lutte contre le terrorisme. Elle mène des patrouilles régulièrement à Mopti et Badiangara où notre équipe s'est rendue. Maintenant, avec le reportage qui va suivre, on peut le dire sans se tromper que les efforts des autorités de la transition portent fruit avec l'accompagnement des partenaires. Voyons ensemble cette traversée du territoire mauritanien par le premier convoi de transport de coton. D'après nos envoyés spéciaux en Mauritanie, Dougou Fana Traoré et Abdoul Salam Bambara, tout se déroule normalement. À part quelques travaux de réhabilitation en cours sur le tronçon Ayoun-Tantan, nos camions poursuivent leurs avancées. Les images en exclusivité, c'est dans ce journal. En route vers le port de Nouakchott, les camions transportant le coton malien circulent normalement en territoire mauritanien. Après plus de 200 km de parcours, pas de tracasseries policières constatées. C'est donc se réjouissent les conducteurs maliens. Ici, là, il n'y a pas de problème ici. On est arrivé ici, là, il n'y a pas de problème. Côté mauritanien, les tronçons dégradés de la route Ayoun-Tétam ont été réparés ou sont en cours de réparation sur plus de 90 km. Opération sanitaire pour l'acheminement du coton malien vers le port de l'Amitié. On doit commencer d'abord de faire le bouchage des trous et le traitement des fissures. Après, on va mettre les tapis. Lors du lancement de l'opération d'évacuation des balles de coton, le ministre des Transports et du Développement rural, en plus du président du Conseil malien des transporteurs routiers, avait insisté auprès des transporteurs sur le respect de ce partenariat naissant sur le corridor Bamako-Nouakchott. Depuis longtemps, les autorités maliennes et les opérateurs économiques du pays ont perçu la nécessité de diversifier les ports du dessert. Vous avez à votre disposition des transporteurs professionnels et patriotes prêts à porter partout où il faut le flambeau du pays. Ils sont les bras et pieds de l'économie de notre pays. Les ports mauritaniens, en matière de redevance, peuvent avoir des ressources et aussi ça réduit le coût de notre transaction commerciale. Parce que quand on passe par ces ports, nos marchandises ne traînent pas au port. À cause de l'engorgement des ports de transit précédents, quand on immobilise les camions pour longtemps, ça pénalise aussi les transporteurs. Donc cette solution alternative, non seulement sera favorable pour la Mauritanie, ça sera favorable pour la CMDT, qui va réduire ses coûts de transit, et ça va être favorable pour les transporteurs qui auront un taux de rotation plus élevé parce qu'ils sont endettés et ils doivent amortir leur endettement. Depuis que les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sont tombées le 9 janvier 2022, les autorités mauritaniennes sont venues au secours du Mali. Et c'est la première fois que le coton malien transite par le port de Nouakchott. Cette traversée aussi a beaucoup d'avantages. Quand les transits maliens partent dans les pays voisins, ces pays ont droit à ce qu'on appelle des redevances de transit, des passages portuaires. Ces pays ont droit à des frais de développement. Ces pays ont droit aussi à des droits de traversée par les fret. Les premières balles de coton malien feront bientôt leur entrée au port de l'Amitié de Nouakchott, une nouvelle destination qui s'ouvre ainsi pour les produits maliens à l'exportation, au premier rang desquels l'or blanc. Dougou Fana Traoré depuis la Mauritanie. Suite ici au Mali de la mission du mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali dans la région de Sikasso. Envoyés spéciaux Valentin Roger Diallo, Idrissa Traoré. Message de sensibilisation et d'union à l'endroit des producteurs de coton du cercle de Kadjolo, région de Sikasso.
C'est ce qui a motivé le déplacement du mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali dans cette localité. L'organisation des élections, le prix de l'engrais et le maintien de l'actuel bureau de Kadiolo ont animé les débats. La mise en place de l'engrais a pris du retard cette année. Et le retard qui s'explique par beaucoup de raisons. D'abord, la commission d'appel d'offres qui doit évaluer les offres des soumissionnaires s'est réunie un peu tard. Ensuite, le temps de négociation avec le ministère des Finances pour convenir d'un prix du montant des subventions a pris beaucoup de retard parce que les montants étaient très élevés. À ces deux facteurs, il y a la sanction de la CEDEAO qui est tombée, qui a mis le Mali sous embargo. Ce qui fait qu'on a beaucoup de nos fournisseurs qui ont leurs commandes bloquées dans les pays voisins. Kadiolo a eu un bureau consensuel où il n'y a pas eu de problème. Donc leur question c'était de dire, là où il n'y a pas de problème, pourquoi vous voulez qu'on change? Si les cotonculteurs de Kadiolo veulent reconduire les mêmes personnes, tant mieux pour eux. Les cotonculteurs de Kadiolo sont prêts à aider le mandataire dans sa mission sans problème. À Kadiolo, le mandataire judiciaire et sa délégation ont aussi rendu visite aux autorités administratives et aux notables. Le Conseil national de transition renforce les capacités de ses membres femmes. Il se fait autour d'une session de formation de 2 jours avec comme thématique intégration du genre dans les réformes politiques et institutionnelles. Salimatador, Mohamed Sidibé, reportage. 25,61%, c'est le taux de représentativité des femmes au Conseil national de transition, CNT. Elles sont au total 32 dans l'organe et 4 dans le bureau qui compte 15 membres. Au niveau des commissions, on compte 6 femmes sur 33 membres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La loi 052 qui prévoit un quota de 30% des postes nominatifs et électifs pour les femmes n'est pas appliquée au CNT. En attendant le futur élargissement de l'organe, les femmes renforcent leur capacité pour être plus productives dans leur mission. Chaque membre du CNT, quel que soit son genre, son appartenance politique, à la société civile ou son parcours professionnel, a la responsabilité de veiller à ce que le contrôle du Parlement intègre une dimension genre. Ce qui suppose de comprendre les besoins distincts des hommes, des femmes, des filles et des garçons dans leur contrôle. Cette session de renforcement des capacités est une occasion offerte aux femmes parlementaires pour acquérir les nouvelles bases modernes sur le genre et les adapter à nos réalités dans notre Parlement. ONU Femmes et ses partenaires accompagnent l'initiative du CNT qui permet aux femmes de jouer de façon professionnelle leur rôle dans les instances de prise de décision. Les partenaires au développement, y compris ONU Femmes que je représente, vous assurent de l'accompagnement du Conseil national de transition. Tout ce que vous allez nous demander, on est disposé pour vous appuyer afin de s'assurer que le Conseil national de transition joue effectivement son rôle et particulièrement le garant d'une gouvernance inclusive et d'une démocratie inclusive. On ne vote pas une loi pour la classer, on la vote pour l'appliquer. Et ce n'est pas un manque de cadre. Vous êtes suffisamment bien formés, vous êtes de très bons cadres et je pense que le Mali doit profiter de votre expérience. Cette session de renforcement de capacité des femmes membres du CNT s'étendra sur 2 jours. Parlons à présent de la fin de la première phase du projet Sécurité pour tous au Mali, initié de 2019 à 2022 par la Fondation Friedrich Ebert. C'est avec Fademba Keïta. C'est sur la base de l'état des lieux de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité au niveau région et après identification des besoins sécuritaires des populations et organisations de la société civile que le projet Sécurité pour tous au Mali pour un ancrage social de la réforme du secteur de la sécurité a été exécuté dans les régions maliennes. Initié par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, il a permis aux acteurs chargés de sa mise en œuvre de répertorier les défis, contraintes et limites pouvant compromettre la stabilité au Mali, mais aussi au Niger et au Cameroun, financés au même moment et à durée égale d'exécution. C'est important pour nous, au niveau de fondation, pour dire bien sûr, on va continuer notre travail avec des partenaires excellents, en raison qu'on a déjà fait beaucoup de bonnes expériences et aussi bien sûr on a regardé les nécessités
et les demandes de notre partenaire pour continuer ces travaux. On a mis en place aussi un baromètre pour vous les médias, un manuel de formation des formateurs sur la réforme du secteur de la sécurité. Au Mali, au Nigeria et aussi au Cameroun, on a un peu le même format avec des études sur l'état de la RSS et de la société civile. Il est cofinancé par l'Union européenne et le Mali. Que ce soit donc la programmation, de l'aide, du soutien des différents partenaires, le dialogue politique, la réflexion sur les politiques publiques, tout ça doit s'appuyer sur la connaissance. Et votre travail vise précisément à produire de la connaissance à partir d'un travail de terrain. En attendant une éventuelle seconde phase, les régions bénéficiaires de la première sont invitées à tenir compte des recommandations formulées. Elles doivent aussi se battre pour la prise en compte des groupes vulnérables, de la dimension genre et équité dans le processus de mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. Le projet PA6 qui s'achève en 2022 connaîtra une prolongation d'une année. Information donnée au cours de la 3e réunion des membres du comité de pilotage. Koumba Sissé pour plus d'explications. Le programme d'appui au fonctionnement de l'État civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé, PA6, est un projet qui contribue d'une part à la consolidation du système d'État civil au Mali et d'autre part à la mise en place d'un système d'information fiable de l'État civil. Démarré en 2018, les membres du comité de pilotage se retrouvent pour leur 3e réunion. Objectif, faire le point des activités réalisées. Ce programme va contribuer à renforcer le cadre juridique. Ce programme aussi améliore la qualité de l'offre, c'est-à-dire que tout ce qui est fait en termes de formation, en termes d'équipement des mairies, en termes de formation dans les mairies, tous les acteurs qui sont producteurs de l'état civil. Ce programme aussi va vérifier aussi, évaluer tout ce qui a été fait en termes de sensibilisation des populations. Nous avons donc encore quelques mois de travail devant nous. Du travail de collaboration pour que les activités ambitieuses de ce projet soient menées à bien et que nous arrivions fin 2022 à attester des résultats concrets. Et la prolongation d'une année va permettre de rattraper les retards accumulés pendant ces 4 années de mise en œuvre. Pendant 3 ans, le PA6 a eu un impact sur la population selon les chefs du département de l'administration territoriale. Les conclusions de l'évaluation à mi-parcours du PA6 ont amené le gouvernement du Mali et la délégation de l'Union européenne à privilégier les activités qui ont un impact direct sur les populations maliennes. Ainsi, les changements proposés portent sur l'orientation des fonds ainsi dégagés vers des activités ayant un impact direct sur les populations, à savoir le renforcement du cadre juridique de l'état civil, l'appui aux communes, la mise en place des cellules de techniques d'accueil citoyen, les CETAC, la formation des acteurs de l'état civil, l'archivage physique et numérique, les campagnes de rattrapage, la communication et la sensibilisation, entre autres. Le programme PA6 est financé par l'Union européenne à hauteur de 16 390 millions de francs CFA. Il est piloté par la Direction nationale de l'État civil et mis en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL et Civipol du ministère français de l'Intérieur. 42e session du conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. Alpha Maïga nous signale que le budget arrêté en recettes et en dépenses s'élève à plus de 800 millions de francs CFA. Qui parmi vous n'écoute pas ou ne regarde pas un artiste à travers une chaîne de télévision? De même, qui n'a jamais lu une œuvre littéraire des Maliens? Difficile d'y répondre par la négative. Sachez alors qu'ils devraient vivre tous de leur œuvre et création. Les administrateurs du Bureau malien du droit d'auteur sont réunis pour la 42e fois en conseil d'administration. C'est une session essentiellement consacrée non seulement à la session budgétaire, l'adoption du projet de budget 2022 et également l'examen des états de répartition 2020-2021. Le projet de budget s'élève à un montant de 845 240 871 francs CFA. Malgré la crise, le bilan de l'exercice 2021 fait ressortir des résultats encourageants, soit un taux de réalisation de 98,74%. C'est le lieu de féliciter la direction générale et tout le personnel
pour le travail accompli. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt du thon. Des difficultés, il en existe. Elles ont pour nom la réticence, voire l'hostilité de certains usagers à s'acquitter de la redevance des droits d'auteur et des droits voisins, mais également le fléau de la contrefaçon qui gangrène justement le monde de la création littéraire et artistique. Le régime de propriété littéraire et artistique, une préoccupation dans le monde des artistes. Le sujet s'est invité à la session. Il est regrettable de constater que l'application de la loi fixant un régime de la propriété littéraire et artistique obtenue de haute lutte connaît une lenteur. J'invite par conséquent la direction générale du Bureau malien de droit d'auteur à prendre sans délai toutes les dispositions en vue de l'application effective de cette loi dans toute sa teneur. À tous les artistes, un hommage leur a été rendu au cours de cette session. L'Office du développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger, qui couvre les régions de Tombouctou, Baliangara, Ségou et Mopti, a tenu la 4e session de son conseil d'administration. Idrissa Kouni pour les détails. Cette 4e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office du développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger Odepadine est l'occasion pour les administrateurs de faire le bilan des activités réalisées au compte de l'année 2021 et les perspectives pour 2022. L'Office a axé ses efforts sur la réhabilitation des infrastructures d'accès au marché et leur équipement et sur le renforcement des capacités des acteurs majeurs de la valeur poisson. Cela s'est traduit au cours de l'année écoulée par le suivi des travaux de finition et d'équipement de nouveaux ports de pêche de Mopti, la consolidation du débarcadère de Konna et la mise en place d'un système de gestion mieux élaboré avec l'appui du projet d'appui à la filière halieutique, PAFA+. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les difficultés qui sont récurrentes, d'insuffisance des moyens, ce n'est pas facile pour nous, par exemple, d'aller auprès des producteurs dans les villages, dans les campements pour faire l'encadrement, l'appui conseil au niveau des professionnels de la filière. Un budget de 397 millions de francs CFA est soumis à l'appréciation des administrateurs, ce qui fait une baisse de 0,98% du budget de l'exercice écoulé. Plusieurs défis restent à relever par l'Odepadine, notamment ceux de la réalisation très prochaine d'un port de pêche à Kémassina par l'Agence française de développement AFD à travers le PAFA+, et le renforcement de ces ressources afin de répondre aux demandes de plus en plus fortes et pressantes des acteurs de la filière poisson. Pour l'année 2022, l'Odepadine ambitionne de contrôler et conditionner 315 000 tonnes de poissons transformés, produire 43 796 tonnes de poissons issus de la pêche naturelle et 2038 tonnes de l'aquaculture. Un reportage signé plutôt Idrissa Keïta. Abdraman Maïga, lui, va nous parler de la 25e session du conseil d'administration de l'Office du périmètre irrigué de Baguinéda. Le renforcement des capacités des agents, des producteurs et des productrices agricoles, l'application des bonnes pratiques agricoles et la lutte permanente contre les nuisibles, telles sont entre autres activités prioritaires inscrites à l'agenda 2022 de l'Office du périmètre irrigué de Baguinéda. 2022 verra également à l'OPIB la poursuite de la gestion des subventions, des intrants et celle des équipements agricoles, sans oublier l'entretien des infrastructures d'irrigation et de drainage. Pour faire face à ces engagements validés au cours de ce 25e conseil d'administration, l'OPIB mobilisera plus de 2,819 milliards de francs CFA. Cela s'explique par la prise en compte de nouveaux projets qui n'étaient pas inscrits en 2022, dont l'inscription a été faite pour le compte de 2022. Donc ce budget est en hausse de 64% par rapport à l'année antérieure. Le nouveau projet, c'est effectivement le projet de réhabilitation de la digue-route et ses travaux connexes. Et il y a aussi une piste de liaison qu'on va faire. Et on va faire l'assainissement de la route fermière aussi. Accroître ses performances pour améliorer les conditions de vie des communautés de sa zone d'intervention, tel est l'objectif qui s'est fixé l'OPIB en 2022. C'est pourquoi elle a inséré dans ses priorités l'augmentation de la production des cultures céréalières. Les emblavures céréalières porteront sur 5 815 hectares, dont 3 380 hectares de riz,
2120 hectares de maïs et 315 hectares de mil sorgho. La production maraîchère totale attendue est de 27 995 tonnes. Pour la mise en œuvre correcte de son programme d'activité, les administrateurs recommandent le respect de l'installation de la pépinière, le suivi rigoureux du plan de lutte contre les nuisibles, l'utilisation accrue de la fumure organique, sans oublier la conduite de certaines innovations technologiques. Le mouvement Maliko dépose une plainte contre le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour son implication dans le marché du passeport malien. Le mouvement a organisé un point de presse à la Bourse du Travail pour informer l'opinion nationale et internationale. Les détails, c'est avec Youssouf Diakité. Ce point de presse organisé par le mouvement Maliko, c'est pour informer la presse et l'opinion nationale et internationale de la démarche entreprise par le mouvement. Il s'agit de la plainte déposée contre le ministre français de l'Europe par le mouvement Maliko. Une démarche qui cadre parfaitement avec les objectifs du mouvement, restaurer les valeurs sociétales et la dignité de la nation malienne. Le mouvement Maliko, composé de plusieurs organisations de la société civile à travers ses conseils, a déposé le mardi 22 février 2022 une plainte devant le pôle économique et financier de Bamako contre l'actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, pour son implication dans l'attribution du marché frauduleux des passeports maliens. Juste après le point de presse, une délégation du mouvement s'est rendue chez le ministre de la Justice où la copie de la plainte lui a été remise pour demander officiellement l'accompagnement des autorités maliennes. Nous prenons bonne note de l'action que vous avez entreprise, que nous saluons. Nous estimons qu'au-delà de la qualité de la personne que vous avez ciblée, vous êtes en train de poser un acte citoyen en dénonçant des faits susceptibles de constituer des actes de corruption, des actes d'atteinte au bien public. Donc c'est bienvenu. Et cette plainte, elle sera traitée par les autorités judiciaires de façon indépendante, de façon objective, de façon transparente. En attendant la suite, les procédures suivent leur cours normal et le mouvement Maliko rassure que la même plainte sera déposée en France. Et nous avons ce communiqué. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, en charge du pôle économique et financier, porte à la connaissance de l'opinion que plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux depuis le 26 février 2022 font apparaître le président du parti Mouvement républicain, se disant également président du mouvement Faso Dambé. Dans les dites vidéos, le surnommé se livre à des propos subversifs et injurieux adressés aux autorités de la transition, avant de révéler au cours d'une conférence de presse son entreprise de déstabilisation du processus de transition au Mali en s'autoproclamant président de la transition à compter du 27 février 2022. Compte tenu de la gravité des faits susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales, le procureur informe l'opinion de l'ouverture ce jour mardi 1er mars 2022 d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Le procureur de la République rassure que des investigations se poursuivront conformément à la loi et que l'opinion sera tenue informée de toute évolution de la procédure. Et dans ce taux communiqué, le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, le collectif des partis politiques maliens représentés en Côte d'Ivoire, le Conseil national de la jeunesse du Mali en Côte d'Ivoire, la plateforme des organisations de la société civile malienne en Côte d'Ivoire, condamne avec véhémence les propos injurieux et subversifs de M. Ainéa Ibrahim Kamara. Ils réitèrent leur soutien indéfectible et sincère au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement dirigé par Choguel Kokalamaïga, premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des institutions
de la République. À présent, nous allons faire le point Covid de ce 2 mars 2022. Nous enregistrons 8 cas positifs, 15 guéris, 0 décès. 51 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. À suivre, après ce journal, votre émission Malikoura, un numéro spécial sur le soutien du peuple face aux défis actuels. Les invités sont Seydou Idrissa Traoré, président de l'association Jogoni Maya, professeur Assitou Samake, Mégan, membre de la société civile, ancienne ministre, Madame Fatoumata Keïta, membre de la société civile, présidente de l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, et le docteur Togola, anthropologue, un débat en Bamanankan animé par Cheikh Oumar Sangari. Un grand merci donc à nos téléspectateurs de Youarou, Bankas et Badjangara. Bonsoir à tous.